Chapitre 22. Attendez, je vais augmenter le son. Voilà. Le bruit de la pluie qui résonne sur le toit de la maison me fait doucement reprendre mes esprits. Je m'accroche néanmoins au soleil, enveloppé dans mes couvertures douillettes, bien en sécurité chez moi. Je souffre d'un vague mal de tête, un rhume sans doute. Peut-être est-ce la raison pour laquelle on m'a laissé dormir plus longtemps que d'habitude. Ma mère me caresse la joue et je ne la repousse pas comme je le ferais dans la journée, pour qu'elle ne sache pas à quel point j'aime le contact de sa main douce, à quel point elle me manque, même si je ne lui fais toujours pas confiance. Puis une voix s'élève, mais pas celle de ma mère, et je prends peur. Katniss, Katniss, tu m'entends ? J'ouvre les yeux et mon impression de sécurité s'évanouit. Je me trouve au fond de cette grotte sombre, glaciale, avec mes pieds nus qui gèlent sous la couverture, et je sens une odeur de sang. Un visage masculin, pâle et hagard, apparaît dans mon champ de vision et, passé le premier moment de surprise, je me sens mieux. « Peeta, salut, dit-il, content de revoir tes yeux. » Je suis restée inconsciente combien de temps ? Je ne sais pas. Quand je me suis réveillée hier soir, tu étais couchée à côté de moi dans une flaque de sang drôlement impressionnante, dit-il. Le saignement a fini par s'arrêter, mais à ta place, j'attendrai un moment avant de m'asseoir. Ça veut dire quoi, Babouche ? Pourquoi tu sens du sang ? Je porte prudemment la main à mon front et le trouve bandé. Ce simple geste me donne la nausée et le vertige. Peeta approche une gourde de mes lèvres. Je bois avidement. Pourquoi, Babouche ? Tu vas mieux, toi ? dis-je. Beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que tu m'as inoculé, mais c'est une réussite. Ce matin, ma jambe avait presque entièrement désenflé. Il ne semble pas m'en vouloir de l'avoir drogué pour me rendre au festin. Peut-être ai-je l'air trop mal en point. Peut-être compte-t-il attendre que j'aie repris des forces. Dans l'immédiat, il se montre aux petits soins. « As-tu mangé ? dis-je. Je suis au regret d'avouer que j'ai englouti 3 morceaux de grousseling avant de réaliser que nous n'aurions peut-être rien d'autre avant un moment. Ne t'en fais pas, j'ai repris un régime sévère. Non, c'est bon, tu as besoin de manger. Je retournerai bientôt chasser. Pas tout de suite, d'accord ? Répond-il. Laisse-moi un peu m'occuper de toi. Je n'ai pas vraiment le choix. Peeta me fait avaler des petites bouchées de grousseling et de raisin et me fait boire en abondance. Il me réchauffe les pieds entre ses mains, les enveloppe dans un blouson, puis remonte le sac de couchage jusqu'à mon menton. Tu parles de qui, Babouche ? Tes bottines et tes chaussettes sont encore humides, ajoute-t-il. Il faut dire que le temps ne facilite pas les choses. Un grondement de tonnerre retentit, puis je vois la foudre électrifier le ciel par une fenêtre entre les rochers. La pluie s'infiltre par différents trous dans la voûte, mais Peeta a tendu une sorte de toit au-dessus de ma tête et du haut de mon corps, en coinçant le carré de plastique entre des pierres. Étirement. Ah, mais normalement, je dois enlever les points de chaîne, mais je m'étire. Ah, merci, ça fait du bien. Attends, je vais retirer les points de chaîne. Exactement 6. Voilà.
Ça faisait du bruit? Je me demande ce qui peut bien motiver cette tempête. Je veux dire, qui est la cible? S'étonne Pita. Cato et Trèche, dis-je automatiquement. La renarde doit se cacher dans un trou quelque part. Quant à Clove, elle m'a attaqué et puis... Ma voix se brise. Elle est morte, je sais, achève Pita. Ils l'ont affichée dans le ciel hier soir. C'est toi qui l'as tuée? Non, Trèche lui a fracassé le crâne avec une pierre. Une chance que tu ne sois pas tombé entre ses pattes. Le souvenir du festin me revient en force et me soulève le cœur. Il me tenait, mais il m'a laissé partir. Après quoi, bien sûr, je suis forcée de tout lui raconter. De revenir sur certains détails que j'avais gardés pour moi, parce qu'il était trop malade pour me poser des questions et que je n'avais pas envie d'en parler, de toute manière. Comme l'explosion, mon oreille, la mort de Roux et du garçon du district 1, le pain, ce qui m'amène à Trèche et à la dette dont il a voulu s'acquitter. Il t'a laissé filer parce que tu ne voulais rien, parce qu'il ne voulait rien te devoir? Me demande Pita avec incrédulité. Bonne abscise. Ciao, chaotique, merci pour les games. Oui, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais manqué de rien. Si tu avais grandi dans la veine, je n'aurais pas besoin de t'expliquer. Oh, n'essaye pas, c'est visiblement trop compliqué pour moi. C'est comme pour tes pains. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir une dette envers toi. Mes pains? Quoi, quand on était gosse? S'exclame-t-il. Mais je crois qu'on peut oublier ça maintenant. Je veux dire, tu viens juste de m'arracher à la mort. Mais tu me connaissais même pas. On ne s'était jamais adressé la parole. De toute façon, le premier don est toujours le plus difficile à rendre. Sans compter que je n'aurais jamais pu te payer en retour, si tu ne m'avais pas aidé à ce moment-là. Pourquoi l'avoir fait d'ailleurs? Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi, répond Pita. Je secoue légèrement ma tête douloureuse. Et Mitch m'avait prévenu que tu ne serais pas facile à convaincre. Et Mitch? Je répète. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Rien du tout, soupire Pita. Donc, Cato et Trèche, j'imagine qu'ils ne nous feront pas le plaisir de s'entretuer. Cette idée me révolte. Je crois qu'on s'attendrait bien avec Trèche. Je crois qu'on s'entendrait bien avec Trèche et qu'on pourrait devenir des amis au district 12. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à prier pour que Cato le tue. Ça nous évitera de devoir le faire, déclare Pita d'un ton cynique. Bonne nuit, babouche. Je ne veux pas voir Cato tuer Trèche. Je ne veux plus voir mourir personne. Mais ce n'est pas le genre de choses qu'on peut déclarer à haute voix dans l'arène. Si on veut espérer gagner, malgré tous mes efforts, je sens que mes yeux se mouillent de larmes. Pita me dévisage avec inquiétude. Qu'y a-t-il? T'as très mal? Je lui donne une autre réponse, tout aussi vraie. Mais qu'on mettra sur le compte d'une défaillance passagère et non d'une faiblesse rédhibitoire. Je voudrais rentrer chez nous, Pita, dis-je d'une petite voix plaintive. On rentrera, je te le promets. Et il se penche pour m'embrasser. Je voudrais rentrer maintenant. Écoute, rendors-toi et rêve de la maison. Tu y seras pour de bon avant d'avoir dit ouf, d'accord? D'accord, dis-je dans un murmure. Réveille-moi si tu as besoin que je prenne mon tour de garde. Je me sens en pleine forme grâce à toi et Mitch. Et puis, qui sait combien de temps ça va encore durer? De quoi veut-il parler? De l'orage? Du répit qu'il nous procure? Ou des jeux eux-mêmes? Je l'ignore, mais je me sens trop triste, trop fatiguée pour lui poser la question. Il fait nuit quand Pita me réveille. Il pleut à verse et l'eau coule à flot dans la grotte, là où auparavant n'entraient que quelques gouttes. Pita a glissé le pot de bouillon sous la plus grosse fuite et a modifié la disposition du plastique afin de me protéger autant que possible. Je me sens un peu mieux, je peux m'asseoir sans que la tête me tourne, et je meurs littéralement de faim.
Pita aussi. Il paraît évident qu'il attendait que je me réveille pour manger et qu'il est impatient de s'y mettre. Il ne nous reste pas grand-chose. 2 morceaux de grousseling, un petit assortiment de racines ainsi qu'une poignée de fruits séchés. Bonsoir poulet. Veux-tu qu'on essaye de se rationner ? Propose Pita. Non, mangeons tout. Le grousseling commence à dater de toute façon. Il ne s'agirait pas de nous rendre malades avec de la viande avariée. Je répartis la nourriture en 2 tas égaux. Nous essayons de manger lentement, mais nous avons si faim que nous engloutissons tout en quelques minutes. Mon estomac est loin d'être rempli. Demain, j'irai à la chasse, dis-je. Je ne te serai pas très utile, répond Pita. Je n'ai jamais chassé de ma vie. Bah, tu te chargeras de la cuisson, et puis il te reste de la cueillette. Je voudrais bien que les pins puissent pousser sur les arbres. Celui qu'on m'a envoyé du district 11 était encore chaud, dis-je avec un soupir. Tiens, mâche ça. L'eau, c'est la vie, babouche. Je lui tends des feuilles de menthe et je m'en glisse moi aussi quelques-uns dans la bouche. Il n'est pas facile de suivre la projection dans le ciel, mais on voit tout de même assez clair pour constater qu'il n'y a pas eu de mort aujourd'hui. Cato et Trèche n'en ont encore pas fini l'un avec l'autre. Où est parti Trèche ? Je veux dire, qu'y a-t-il de l'autre côté du cirque ? Une prairie, répond Pita. De hautes herbes à perte de vue, qui m'arrivent à l'épaule. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des céréales dans le lot. Certaines parcelles ont une couleur différente, mais aucun sentier visible. Je parie qu'il y a des céréales, et je te parie que Trèche sait les reconnaître. Avez-vous exploré un peu ? Non, personne ne voulait aller le chercher dans ces hautes herbes. Elles ont quelque chose d'inquiétant. Chaque fois que je les vois, je pense à tout ce qui peut s'y cacher. Des serpents, des bêtes féroces, des sables mouvants. Il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. Salut Sglingling. C'est Pita, mais c'est Pita, ça s'écrit P-E-E-T-A. Je me tais, mais les paroles de Pita me font penser au grillage du district 12 que nous n'avons pas le droit de franchir. Je ne peux m'empêcher, un bref instant, de comparer Pita à Gale, qui verrait dans cette prairie une source potentielle de nourriture et pas simplement un danger. Je m'installe. C'est certainement comme ça que Trèche l'a vu. Non pas que Pita soit trouillard, et il a prouvé qu'il n'était pas un lâche, mais il y a certaines choses dont on s'accommode, semble-t-il. Quand une odeur de pain chaud flotte en permanence chez vous, alors que Gale est constamment obligé de tout remettre en question. Je me demande ce que Pita penserait des piques que nous échangeons. Gale et moi en violant la loi tous les jours. Serait-il choqué de ce que nous pouvons dire sur Panem, des attaques de Gale contre le Capitole ? Peut-être y a-t-il vraiment un arbre à pain dans cette prairie, dis-je. Ça expliquerait pourquoi Trèche a l'air mieux nourri qu'avant le début des jeux. Elle va passer à travers sa chaise. Non, elle est confortable. Elle est bien solide, t'inquiète. Soit ça, soit il a des sponsors très généreux, rétorque Pita. Je me demande ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'Emitch nous envoie du pain. Je hausse les sourcils avant de me rappeler qu'il ne sait rien du message qu'Emitch m'a fait parvenir 2 nuits plus tôt. Un baiser égale un pot de bouillon. Je ne peux pas lui dire ça, cependant. Pas à voix haute. Cela donnerait à penser au public que notre belle histoire d'amour n'est qu'une comédie destinée à inspirer la sympathie.
Ce n'est pas comme ça que nous obtiendrons de la nourriture. Je dois trouver un moyen crédible de relancer la mécanique. Quelque chose de simple pour commencer. Je lui prends la main. Eh bien, ce sirop a probablement dû épuiser son savoir de t'assommer, dis-je sur un ton malicieux. Ah oui, à ce propos, fait Pita en mêlant ses doigts aux miens. Ne recommence plus jamais un truc pareil. T'inquiète, babouche, pas en sucre. Sinon quoi ? Sinon... Il ne trouve rien de convaincant. Ça va venir. Donne-moi juste une minute. Quel est le problème ? dis-je avec un grand sourire. Le problème est que nous sommes toujours en vie, tous les deux, ce qui va encore renforcer ta conviction d'avoir fait ce qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait. Non, non, Katniss, je refuse. Il me serre la main à me faire mal et on entend une vraie colère dans sa voix. Je refuse que tu meures pour moi. Ne t'expose plus à des dangers pareils, compris ? Quoiqu'un peu abasourdi par sa virulence, j'y vois une excellente occasion de gagner de quoi manger. J'essaye donc de poursuivre dans la même veine. C'est peut-être pour moi que je l'ai fait, Pita. Est-ce que tu y as pensé ? Peut-être que tu n'es pas le seul à t'inquiéter de devoir vivre sans... Je m'en mêle les pédales. Je ne sais pas m'exprimer comme Pita. Et pendant ma tirade, l'idée de le perdre pour de bon m'a frappée de nouveau. Et j'ai réalisé à quel point je ne voulais pas qu'il meure. Ça n'a rien à voir avec les sponsors, ni avec ce qu'il se passera à notre retour chez nous, ni avec la peur de la solitude. C'est lui. Je ne veux pas risquer de perdre le garçon des pins. Sans quoi, Katniss ? M'encourage-t-il d'une voix douce. Je voudrais pouvoir fermer les volets, préserver ce moment des regards indiscrets de Panem, même si cela nous faisait perdre de la nourriture. Quoi que je puisse éprouver, cela ne regarde que moi. Va dodo, babouche. C'est exactement le genre de sujet qu'Emitch m'a recommandé d'éviter, dis-je afin d'éluder la question. Emitch n'a rien dit de tel, évidemment. En fait, il doit être en train de me maudire en me voyant faire capoter une scène aussi chargée en émotions. Mais Pita réussit à redresser la situation. Dans ce cas, je vais devoir remplir les blancs moi-même, dit-il en se rapprochant. C'est le vrai premier baiser que nous échangeons. Aucun de nous deux n'est abruti par la maladie, la douleur ou simplement assoupi. Nos lèvres ne sont ni brûlantes de fièvre, ni glacées. C'est le premier baiser qui déclenche un fourmillement dans ma poitrine. Chaud et curieux. Le premier baiser qui me donne envie d'en avoir un autre. Mais j'en suis pour mes frais. Enfin, j'obtiens bien un deuxième baiser, mais un tout petit, sur le bout du nez, car quelque chose détourne l'attention de Pita. J'ai l'impression que ta blessure se remet à saigner. Viens, allonge-toi, c'est l'heure de dormir de toute façon, dit-il. L'eau, c'est la vie. Santé. Mes chaussettes ont suffisamment séché pour que je les remette. J'oblige Pita à reprendre son blouson, vu le froid humide qui me glace jusqu'aux os. Il doit être à moitié gelé. J'insiste aussi pour prendre la première garde, même s'il y a peu de chances qu'on vienne nous chercher des noises par ce temps. Mais il n'accepte qu'à la condition que je le rejoigne dans le sac de couchage, et je grelotte si fort qu'il serait absurde de refuser. Contrairement à la première fois où Pita m'avait donné l'impression d'être très loin de moi, je sens que nous sommes plus proches l'un de l'autre.
Je pose ma tête sur son bras, comme sur un oreiller, et son autre bras m'entoure chaudement, et il s'endort. Personne ne m'a serré dans ses bras comme ça depuis longtemps. Depuis que mon père est mort et que j'ai perdu confiance en ma mère, je ne me suis jamais sentie aussi protégée par qui que ce soit. À l'aide de mes lunettes, j'observe les filets de pluie qui giclent sur le sol de la grotte. Leur bruit régulier me berce. Je manque plusieurs fois de m'assoupir, mais je me reprends à temps, honteuse et furieuse contre moi-même. Après 3 ou 4 heures, je n'en peux plus et je suis obligée de réveiller Pita car je n'arrive pas à garder les yeux ouverts. Il ne m'en veut pas. Demain, quand il fera sec, je nous trouverai un endroit si haut dans un arbre que nous pourrons dormir tranquillement tous les deux. Je lui promets avant de m'endormir. Ouais, c'est une couette. Pita la couette. Mais le temps ne s'arrange pas au matin. Le déluge se poursuit, comme si les juges avaient l'intention de nous noyer dans notre trou. Le tonnerre gronde si fort qu'il en fait même trembler le sol. Pita envisage de sortir quand même pour chercher de la nourriture, mais je lui explique que sous un orage pareil, ce serait inutile. On n'y voit pas à 1 mètre, et il se ferait tremper jusqu'aux os pour rien. Il sait que j'ai raison. Seulement notre estomac commence à nous entailler. La journée se traîne jusqu'au soir, sans que le temps s'améliore. Et Mitch représente notre seul espoir. Mais rien ne vient. Soit par manque de moyens, le moindre cadeau doit atteindre un prix exorbitant à présent, soit parce que notre performance ne le satisfait pas. Je pencherai pour la seconde explication. Je suis la première à reconnaître que nous n'offrons pas un tableau très passionnant aujourd'hui. Morts de faim, à bout de force, attentifs à ne pas rouvrir nos plaies, nous sommes pelotonnés l'un contre l'autre dans le sac de couchage, oui, mais surtout pour rester au chaud. Nous passons le temps à faire la sieste. Je vois mal comment réinjecter un peu de romantisme là-dedans. Notre baiser de la veille était agréable, mais que pour recommencer sans que cela tombe comme un cheveu sur la soupe. Mais que faire pour recommencer sans que cela ne tombe comme un cheveu sur la soupe? Je connais des filles à la veine, ou même dans la ville, qui savent si bien s'y prendre. J'ai du mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Je connais des filles à la veine, ou même de la ville, qui savent si bien s'y prendre. Moi, je n'ai jamais eu beaucoup de temps ou de goût pour tout ça. Allez, moquez-vous. De toute façon, il est clair qu'un simple baiser ne suffit plus, parce que sinon, nous aurions reçu à manger la nuit dernière. Un cheveu sur la soupe, quoi. Mon instinct me souffle qu'Emitch attend quelque chose de plus personnel. Le genre de choses qu'il essaye de me faire dire à propos de moi quand il me préparait à l'interview. Je suis nulle à ce jeu-là, mais pas Pita. La meilleure solution consiste peut-être à le faire parler. Pita, dis-je d'un ton léger, lors de l'interview, tu as prétendu être amoureux de moi depuis toujours. Ça remonte à quand exactement? Oh, laisse-moi réfléchir. Je crois que ça date du premier jour de l'école. Nous avions 5 ans. Tu portais une petite robe rouge à carreaux et tes cheveux, tu avais 2 nattes au lieu d'une seule. Mon père t'a montré du doigt pendant que nous attendions de nous mettre en rang. Ton père? Pourquoi? Il m'a dit, tu vois cette petite fille? Je voulais épouser sa mère, mais elle a préféré partir avec un mineur. Quoi? Tu es en train d'inventer, je m'exclame. Non, je t'assure, insiste Pita. Et moi j'ai dit, un mineur? Pourquoi elle serait partie avec un mineur alors qu'elle pouvait t'épouser toi? Et il m'a répondu, parce que quand il chante, même les oiseaux se taisent pour l'écouter. Ça c'est vrai, ils le font. Enfin, ils le faisaient.
Je suis stupéfaite et étonnamment émue en imaginant le boulanger en train d'avouer ça à son fils. L'idée me traverse l'esprit que si j'ai du mal à chanter, si je rejette la musique, ce n'est peut-être pas parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Peut-être est-ce plutôt parce que ça me faisait trop penser à mon père. Alors ce jour-là, en cours de musique, la maîtresse nous a demandé qui connaissait la chanson de la vallée. Tu as levé la main tout de suite. Elle t'a fait monter sur l'estrade et tu as chanté pour nous. Et je te jure que tous les oiseaux de l'autre côté de la fenêtre se sont arrêtés de siffler. « Oh, arrête !» dis-je en riant. Non, c'est vraiment arrivé. Et à la fin de la chanson, j'ai su que, comme ta mère, j'étais amoureux pour de bon, raconte Pita. Ensuite, pendant 11 ans, j'ai essayé de trouver le courage de te parler. Quand partie lit, même les viewers s'arrêtent pour l'écouter parler. Got it. Sans succès. Sans succès, d'une certaine manière, on peut dire que j'ai eu de la chance que mon nom soit tiré au sort de la moisson, conclut Pita. Je me sens d'abord ridiculement heureuse, puis confuse. Parce que nous sommes censés jouer la comédie de l'amour et non être vraiment amoureux. Mais le récit de Pita a des accents de vérité. Cette histoire à propos de mon père et des oiseaux, et c'est vrai que j'ai chanté à mon premier jour d'école, même si je ne me rappelais pas de la chanson. Et cette robe rouge à carreaux, j'en avais une que j'ai donnée à Prime avant qu'elle finisse en chiffon après la mort de mon père. Si je peux me permettre un petit message. Elle est un peu con là. Excusez-moi, elle met du temps à se rendre compte, non ? Ça expliquerait aussi une chose. Pourquoi Pita m'a offert ses pains, ce fameux jour ? Alors, si tous ces détails sont vrais, se pourrait-il qu'ils soient sincères ? Tu as une mémoire remarquable, dis-je en bredouillant. Je me souviens de plein de choses à propos de toi, continue Pita en ramenant une mèche de cheveux derrière mon oreille. C'est toi qui ne faisais pas attention. Je t'écoute maintenant. Oh, je n'ai pas beaucoup de concurrence par ici. Je voudrais battre en retraite, fermer les volets de nouveau, mais je sais qu'il ne faut pas. J'ai l'impression d'entendre Mitch me murmurer à l'oreille. Dis-le, dis-le. Je respire un bon coup et je me jette à l'eau. Tu n'as aucune concurrence nulle part. Et cette fois-ci, c'est moi qui me penche vers lui. Nos lèvres se sont à peine touchées quand un bruit sourd à l'extérieur me fait sursauter. Je saisis mon arc, la flèche prête à partir, mais on n'entend plus rien. Pita jette un coup d'œil entre les rochers et pousse un cri de joie. Avant que je ne puisse l'arrêter, il sort sous la pluie et me tend quelque chose par le trou. Un parachute argenté fixé à un panier. J'ouvre celui-ci sans attendre et je découvre un véritable festin. Des petits pains, du fromage de chèvre, des pommes et une soupière de cet incroyable ragoût d'agneau au riz sauvage. Ce plat à propos duquel j'ai dit à César Flickerman qu'il représentait tout pour moi, ce qu'on trouvait de mieux au Capitole. Quand Pita me rejoint à l'intérieur, son visage s'illumine. On dirait qu'Emitch en a eu assez de nous voir mourir de faim. J'imagine, dis-je. Mais dans ma tête, je peux presque entendre notre mentor, pas mécontent de lui, déclarer avec une petite pointe d'exaspération. Voilà, chérie, c'est ça que j'attends de vous.